Bonjour à tous. Je vous propose de commencer. On est déjà un peu en retard et on a pas mal de thèmes à aborder et des intervenants qui peuvent être aussi assez pressés les uns comme les autres. Alors je vous invite aujourd'hui effectivement à nous concentrer sur 3 sujets. Avec le conseil de quartier, on a proposé aujourd'hui de reparler du projet Tour Eiffel. Donc on a eu un lauréat, on a donc un projet visiblement pour la Tour Eiffel très très bien ficelé le plus possible. Et donc on a plusieurs intervenants qui vont venir nous discuter à propos de ça. Madame Louise Constat, Madame Marie Baumann. Ensuite, on fera, à la demande aussi du conseil de quartier, un état des lieux sur la sécurité. Donc, on a la chance d'avoir aujourd'hui le commissaire Vallot avec nous et son adjointe, donc qui nous feront un point. Et enfin, un point information sur les trottinettes et sur effectivement les différents éléments concernant un peu les moyens de véhicules, enfin les moyens de transport, et certains peuvent gêner effectivement. On ne sait pas encore si on doit les mettre sur les trottoirs, sur la route. Je pense qu'on aura un petit point d'information là-dessus. Voilà, je vous remercie et je propose effectivement à Madame Louise Constat. Le maire s'il souhaite introduire. Et peut-être que Monsieur le maire voudra faire une intervention aussi. Oui, je sais, mais on attendait si Monsieur le maire voulait faire un point. Eva. Bon, oui, vous pouvez, je pense que vous pouvez commencer. Bonsoir à tous. Merci d'être donc venus pour écouter. On va vous présenter le projet Tour Eiffel. Vous en avez sans doute entendu parler depuis une quinzaine de jours, date à laquelle le projet a été choisi et annoncé à la presse. Ça va être une présentation à 2 voix. Donc je représente la ville de Paris, la mission Tour Eiffel. Et j'ai avec moi Mary Baumann de l'agence Gustafson Partner Baumann, qui est donc maître d'œuvre, lauréate du projet. Je vais d'abord introduire un peu les grands enjeux et rappeler le contexte. Beaucoup d'entre vous ont été présents aux précédentes présentations qu'on avait faites il y a 1 an et il y a environ 6 mois. Tout d'abord, pourquoi la ville a décidé de faire un projet autour de la Tour Eiffel ? Pour plusieurs raisons. La ville voulait un projet qui améliore l'expérience de visite, les usages pour les riverains, pour les Parisiens et pour les touristes. Donc vraiment ce triple objectif. Un projet qui offre un nouvel espace à la fois de promenade et de détente, donc pour les Parisiens et les visiteurs, et qui redonne vie à ce grand espace vert qui est donc l'ensemble composé des jardins du Trocadéro, de la Tour Eiffel et du Champ de Mars, et évidemment de tous ses abords, puisque l'un des points qu'on vous avait aussi présenté les fois précédentes est vraiment la liaison vers Bir Hakeim. Donc on a un périmètre de réflexion, pour rappel, qui est ce bonhomme que vous avez sûrement déjà vu et qui prend en compte vraiment tous les espaces que je viens de citer et qui vise vraiment à réaménager non pas seulement les pieds de la Tour Eiffel, mais bien tout l'espace public autour. Quelques éléments de calendrier. La mission Tour Eiffel que je représente aujourd'hui a conduit pendant 2 ans des études préalables, puis un dialogue compétitif pour choisir le projet, entre mars 2017 et aujourd'hui. Aujourd'hui s'ouvre donc avec le choix du projet une nouvelle phase de concertation qui va durer jusqu'au 13 juillet sur la base du projet qui a été choisi et que Mary va vous présenter dans quelques instants. Cette concertation qui démarre aujourd'hui, elle a plusieurs temps forts. Une réunion publique d'ouverture qui a lieu ce soir au même moment au pavillon de l'Arsenal. Et puis un atelier qui sera en mairie du 15e arrondissement. Je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Et puis pour rappeler les grandes échéances, on a donc cette concertation à l'été 2019 qui va alimenter une mise au point du projet. Donc le projet pourra être amendé en fonction de toutes les contributions qu'on va recevoir de l'ensemble des services techniques de la ville, mais aussi des vôtres dans le cadre de cette concertation. Une phase d'autorisation administrative avec un permis d'aménager et un permis de construire, et puis une phase de travaux qui démarrera mi-2021 pour s'achever en 2023 avant les Jeux Olympiques.
On a souhaité, en introduction de cette nouvelle concertation qui s'annonce, rappeler les grands enseignements qui ont été tirés de la phase de concertation précédente sur les objectifs du projet, qui touchaient des thèmes extrêmement variés, la mobilité, les usages, les services, le confort de l'espace vert en tant que tel, et surtout beaucoup de contributions au regard de la gestion, des conséquences nuisibles pour vous aussi riverains en termes de propreté, d'organisation de l'événementiel. Donc tous ces éléments, on les a bien notés. Le projet lauréat en tient dans une certaine mesure évidemment compte. Et tout cela va être évidemment travaillé dans la phase de mise au point qui commence aujourd'hui. Vas-y, passe après. Ouais, c'est pas la peine. Pardon, du coup, on voit pas très bien. La concertation qui démarre, elle a trois objectifs. Tout d'abord, informer le public sur le projet qui a été choisi. C'est donc l'un des objectifs également de ce soir. Sur le projet en général, ses incidences en termes d'urbanisme, sur le quartier, et puis vraiment à toutes les échelles. De recueillir aussi votre expertise d'usage sur certains éléments de projet très précis, sur des sujets où vous avez aussi, en tant que riverain et habitant, une connaissance très fine et une expertise dont nous sommes maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre très preneurs. Et recueillir aussi vos avis, puisque cette concertation, elle est en fait obligatoire au titre de la mise en compatibilité du PLU que va induire le projet, donc de communiquer aussi sur ces évolutions du PLU qui seront rendues nécessaires. Avant de passer la parole à Mary, je tenais à vous rappeler les grandes échéances de cette concertation. Donc un début le 5 juin, une fin le 13 juillet, avec donc une réunion publique d'ouverture ce soir, une réunion publique, non pas de clôture, mais un point d'étape au 4 juillet sur les différents avis en fait, qui auront été exprimés jusqu'alors. Et tout au long de cette période, un site internet qui est le même qu'au mois de janvier, www.concertationsite-tour-eiffel-toutattaché.fr, que nous vous invitons à consulter dans le détail, qui comprend une présentation aussi, un dossier de présentation du projet et un registre en ligne sur lequel vous pouvez vous exprimer. On tirera ensuite un bilan de toutes les contributions que nous aurons recueillies via les temps d'événements et via l'ensemble des moyens d'expression. Pour terminer, un point sur les prochains rendez-vous. On a, au-delà de la réunion publique du 4 juillet, 2 ateliers participatifs où on regardera avec notre maître d'œuvre les différents bureaux d'études de mobilité, d'usage, les incidences très locales que prévoit le projet, donc non pas sous la forme de réunion, mais sous la forme vraiment d'ateliers de travail, le 15 juin au pavillon de l'Arsenal et le mardi 25 juin au soir en mairie du 15e. On remercie donc la mairie du 15e de nous accueillir à cette occasion. Et puis une exposition sur site, des panneaux qui sont à 3 endroits autour de la Tour Eiffel et en mairie du 15e arrondissement pendant toute la durée de la concertation également. Je vais laisser la parole au maître d'œuvre, sauf si M. Goujon souhaite à ce stade dire un mot. Bon, merci d'être venu. On est très contents d'être ici et de faire la présentation de notre projet. Il y a que quelques semaines qu'on s'était annoncé qu'on est lauréat de ce projet. On a travaillé pendant plus qu'1 an avec la ville de Paris dans cet concours compétitif, dialogue compétitif. Et c'est maintenant qu'on commence à travailler, on peut présenter le projet à tout le monde et je pense qu'on peut discuter et écouter tous les commentaires.
Notre studio est basé à Londres, mais la plupart de notre équipe est ici à Paris. On est les mandataires, mais notre équipe, on a des architectes, des urbanistes, des programmistes, des ingénieurs. C'est une grande équipe de plusieurs co-traitants et sous-traitants. Et Catherine Gustafsson, c'est un des partenaires qui était le design leader de ce projet. Et en même temps, elle fait la présentation au pavillon de l'Arsenal ce soir. Bon, on sait que ce projet, c'est très important pour la ville de Paris. C'est un des plus grands espaces publics dans une histoire et patrimoine très forte et importante. Prochaine. Et on était impressionnés de toutes ces images de l'exposition universelle. Et on s'est dit que pendant ce temps, le site, c'était vraiment un site. Et il y a le pont qui unifie le site entre le rive gauche et le rive droite, avec l'échelle de la Seine et l'échelle de la Tour Eiffel. Et voilà, dans ces images, on peut voir les images précédentes du site. Et on a nommé notre projet One, c'est un nom en anglais, mais c'est un mot, un chiffre unitaire, mais c'était aussi notre ambition de unifier tout le site et voir tout l'espace de Trocadéro jusqu'à l'école militaire comme un site. Un seul site avec une gestion, avec des matériaux unifiés, une équipe avec nos partenaires, la ville et maintenant SPL Paris-Seine. C'était ça un peu l'objectif de ce nom et de ce concept. Dans notre analyse, on s'est vu que pour l'instant, la tour, c'est l'attraction sur le site. Tout est concentré sur la Tour Eiffel. Et ce qu'on voulait faire, c'était de faire connecter le site de nord au sud, de ouest à l'est, et de faire d'avoir plusieurs événements et plusieurs jardins, plusieurs endroits où les personnes peuvent visiter, pas que la tour. Et on voit aussi qu'on a cette ligne très forte qui est marquée dans le Champ de Mars jusqu'à Trocadéro. C'est la monumentalité du site. Mais aussi, il y a beaucoup des portes et beaucoup des entrées à la site qu'il faut renforcer. Et on a développé aussi un parcours, un parcours où on peut découvrir des événements, des parcours artistiques et culturels qui fait partie du concept aussi. Et dans l'analyse, on peut voir que sur cet axe principal, on a des monuments historiques, le Palais Chaillot, le Pont Diana, la Tour Eiffel et l'école militaire. Il y a la présence d'eau qui est assez forte aussi. Et on voulait créer des nouveaux espaces du côté du Pont Diana, des espaces durs où on peut avoir des événements et protéger les pelouses de Champ de Mars. Et comme vous voyez, il y a un grand espace qui est devant l'école militaire dans le projet. Et on a identifié qu'il y a deux types de paysages. Il y a le paysage formel, le paysage de pouvoir, cet axe fort. Et autour, il y a tous les paysages pittoresques qui étaient créés à peu près en même temps que la Tour Eiffel. Il y a deux styles de paysages qu'on veut renforcer.
Et voilà notre vision 2030. Ça, c'est le grand vision qu'on veut bien intégrer dans le plan guide pour toute la site. Et comme vous voyez, on peut voir l'axe central entre place de Trocadéro jusqu'au place Joffre. Et dans le projet, il y a plusieurs interventions sur le fontaine de Varsovie, le pont d'Iéna, le quai Branly, les jardins de la Tour Eiffel, Champ de Mars, etc. Mais notre projet de 2023 s'agit de renforcer cette ligne, mais dans le budget qu'on a, avec le programme qu'on a et avec le temps qu'on a. Et pour 2023, on va faire, comme vous voyez, le place de Trocadéro, les fontaines de Varsovie, le pont d'Iéna, le parvis, le parti plus nord du Champ de Mars, qui est Branly et Émile-Antoine. Et comme vous savez peut-être déjà, le parti sud de Champ de Mars va être occupé pour les JO et aussi pour le Grand Palais. Et comme ça, on s'est dit, bon, il vaut mieux faire les parties du site qu'on peut vraiment attaquer avant les JO. Et on espère qu'on peut compléter le reste après les JO et avant 2030. Bon, dans cette image, vous voyez l'espace au sud du Champ de Mars qui sera occupé pour les JO. Les JO s'occupera aussi une partie du pont d'Iéna et le quai Branly. Mais dans le programme, on va réaménager le place de Trocadéro, les fontaines de Varsovie, pont d'Iéna, le parvis et Émile-Antoine et quai Branly. Et le parti plus nord du Champ de Mars, comme une préfiguration de qu'est-ce qu'on peut faire sur le Champ de Mars. Un des concepts plus forts du projet, c'était la continuité piétonne. On veut donner prioriser les piétonnes et dans nous en bas, c'est-à-dire qu'on veut changer le place de Trocadéro pour quand on sortit du métro Trocadéro, on donne la priorité aux piétonnes et pas aux véhicules privés. Et on descend sur les jardins de Chaillot, Trocadéro, Varsovie. Et l'autre grande idée, c'est de piétonniser aussi le pont d'Iéna. Laisser passer tous les bus, les ambulances et les services d'urgence, mais donner la continuité aux piétons. Et comme vous voyez dans cette diagramme, tout le site, c'est la base du concept de prioriser l'accès piétonal. On a tout un plan d'activation urbain aussi sur tout le site, un projet qu'on fait avec nos urbanistes, avec tout un plan d'événements et de restauration, des cafés, des kiosques, des événements. Un parcours artistique avec des événements, des sculptures, des pièces d'art permanents et pérennes. Et aussi, on veut activer et renforcer les portes qu'on s'appelle les portes urbaines, les connexions entre le Champ de Mars, les jardins de la Tour Eiffel et les arrondissements à côté. On a fait plusieurs analyses de la mobilité, comment est-ce qu'on peut piétoniser le site. Et on est en train maintenant de travailler avec la ville de Paris pour voir si on peut arranger les lignes les parcours des bus. Le parking, toutes les entrées, c'est toutes les études qu'on commence à faire maintenant.
La prochaine, oui. Et comme vous voyez, des esquisses de mobilité. Et l'idée, le principe, c'est de piétoniser le site et de laisser passer que les véhicules d'urgence sur le pont. Maintenant, on peut voir tous les secteurs du projet. Sur le Trocadéro, on propose d'avoir un amphithéâtre avec des terrasses et cette belle vue de Trocadéro jusqu'à le Tour Eiffel. Et comme vous voyez, on coupe le rond-point et on dirige tous les trafics au nord. Comme ça, on fait un grand place devant cet amphithéâtre pour des événements. Il y a des sanitaires, il y a des kiosques, des points d'info, et on laisse passer tous les piétons sans croiser des véhicules sur le parvis de Chaillot et descendre des escaliers au jardin de Varsovie. Voilà une image du amphithéâtre entre les deux ailes du palais Chaillot. Et on dégage les vues de la Tour Eiffel. Les fontaines de Varsovie, on propose de faire des grandes gradins, des terrasses. Comme ça, les gens peuvent asseoir et on peut faire des événements adaptés, les fontaines pour avoir des événements de temps en temps. Aussi, on a proposé de changer la place de Varsovie. On propose d'avoir un panneau de gazon et des espaces minéraux du côté. Comme ça, on peut garder les vues, l'axe principal ouvert et avoir des petits pavillons temporaires dans les deux côtés. L'idée, c'est de préserver et protéger le gazon, les pelouses et avoir des places où on peut avoir les événements. Place de Varsovie et Pont d'Iéna, la prochaine. On voit cette vue avec les terrasses et les gradins, Fontaine Varsovie. On voit tout cet axe vers le Champ de Mars. Oui, et le Pont d'Iéna, c'est un des idées principaux de notre concept, c'est de piétoniser et de planter le Pont d'Iéna. Et comme vous verrez, vous voyez ici, il y a plusieurs options. On est en train d'étudier des options sur le pont. Oui, tu peux continuer. Je ne sais pas si ça va changer, mais on peut avoir de pelouse, on peut mettre des arbres, on peut quitter les arbres, on peut avoir des kiosques. On sait qu'on va avoir, avant 2023, les géos vont occuper le pont. Tout ça sera, peut-être on peut faire le moitié avant et partie après. Ces discussions avec les géos et la ville, comment on peut arranger ça. Mais c'est ça la rêve, d'avoir le pont planté avec du panneau de gazon et des arbres, et de laisser passer les piétons et contrôler les véhicules privés. Bon, à l'autre côté de la Seine, on arrive sur le quai Branly, et comme vous voyez, l'idée c'est de planter tout les paviments et l'accès du métro Bir Hakeim jusqu'à la Tour Eiffel.
avec des nouveaux arbres et des plantations et des kiosques, des animations sur le promenade. Et on fait aussi un grand place sur quand on dit le place Branly. On laisse passer les véhicules tels comme il est maintenant sur les trémies. On a toujours les mêmes numéros de voirie. Mais il y a une grande place qui donne priorité aux piétons. Voilà une vue sur cette promenade plantée du quai Branly et un de l'entrée vers le parvis et les jardins de la Tour Eiffel. Et sur le parvis et les jardins, l'idée c'était comme on voit dans les images historiques, la tour était toujours ses pieds dans un jardin. Et c'est ça un peu l'image qu'on voulait faire pour les locaux et dégager tout l'espace de le parvis, de tous les petits kiosques. Comme ça, les pieds, ils arrivent dans un jardin. Et on a aménagé tous les files d'attente. Comme vous voyez, c'est un peu caché dans le paysage, tous les files d'attente. Au milieu, il y a un carré de granit noir que quand il pleut, ça peut être comme un miroir d'eau et on voit en dessus de la tour, comme les images. Mais c'est qu'un miroir de pluie, c'est pas une fontaine, c'est qu'une surface. L'image, c'est pas très bon, mais on voit les entrées au pilier. On a travaillé avec Thomas Corbasson et Chartier Corbasson, les architectes, pour aménager les entrées au pilier et pour faire des nouveaux locaux pour les agents de la SET. On propose des nouveaux bâtiments pour des bagageries, des sanitaires, et tout est intégré dans le paysage. Vous voyez dans les images ici un fil d'attente avec des nouveaux auvents qui protègent de la pluie. Et puis, oui, on a dégagé les intérieurs de les tours, comme ça les visiteurs peuvent voir la structure de la tour quand ils entrent dans l'espace. Et voilà une image des locaux, des bureaux de la SET qui sont intégrés dans le paysage. Comme ça, les visiteurs ne voient pas. Je ne sais pas si on a une coupe, mais... non, on a enlevé la coupe, pas grave. Mais l'idée de l'architecture est de toujours intégrer tous les éléments d'architecture dans le paysage. Voilà, les entrées sanitaires, les bagageries, les grottes. Et voilà l'image des jardins. On va faire aussi les jardins à l'est et ouest. Là où vous voyez les bagageries, les entrées. Et voilà une image des jardins, les jardins pittoresques. On va refaire les plantations, on va introduire plus des plantes qui ont des caractères pour améliorer la biodiversité du site. On va décompacter tous les sols. On va avoir, je pense que 35% plus de plantations et moins d'espaces durs. Dans le projet, on va aménager tout le drainage. Jardin Champ de Mars,
là, bon, ça c'est le projet pour 2030. Projet 2023, on va aménager le parti plus nord du Champ de Mars, comme vous voyez ici, avec des nouveaux panneaux de pelouse, pelouse technique où on va améliorer le drainage. Et faire un bol, un amphithéâtre avec des plantations et des jardins créatifs à côté. Et voilà une petite coupe qui explique qu'on a des allées existantes, on a fait des études des mouvements des piétons et on pense qu'on peut diminuer largeur des promenades et avoir plus de plantations et améliorer tout le drainage. Et voilà une vue du Champ de Mars vers la Tour Eiffel. Et comme vous voyez, les panneaux de gazon, l'idée c'est de les surélever un petit peu. Et comme ça, on a des places, des sièges. Les gens peuvent s'asseoir sur les bords. Et on va mettre des mobiliers et des places où les gens peuvent s'asseoir. Et bon, ça c'est un point important pour le grand projet, pour le projet 2030. On propose de faire un grand place devant l'école militaire, peut-être avec des fontaines, une place où on peut avoir des marchés, des événements pour les riverains du coin. C'est une vraie place pour la communauté. Avec des fontaines, des jeux d'enfants, rénover tous les espaces avec plus de gazon et des espaces pour jouer. Et voilà, un point très important aussi, c'est d'améliorer la biodiversité de tous les jardins, de tous les sites, que c'est un site avec un couloir de plantation de biodiversité du côté de la rivière. Avec qu'on dit des plantes de mémoire, des plantes indigènes. On va travailler très proche avec la DEV pour sélectionner toutes les plantes pour améliorer la biodiversité du site. Il y a toute une programmation urbaine et artistique. On travaille avec nos co-traitants pour faire toute une activation urbaine. Sophie, tu peux? Et l'illumination, c'est très important aussi. Il y a un collier important sur le centre, sur l'axe central, mais on laisse les allées les deux côtés plus tranquilles, une illumination plus bas, comme ça les plantes et les flora et fauna peuvent pousser. Il y a une proposition pour les immobiliers et le sénilatique, tous les banques et les graphiques. Et on propose aussi d'avoir une app Gustave, où les gens peuvent avoir d'informations, d'histoire du site, d'information, d'orientation aussi, et sécurité, bien sûr. Ça forme partie de toute la stratégie de sécurité, les points, les bornes Gustave. Et après, oui, et on a pensé aussi de qu'est-ce qu'on va faire pendant les travaux, de donner d'informations aux riverains, aux personnes qui savent exactement ce qui se passe avec des panneaux d'information, mais artistiques aussi.
Et on a proposé d'avoir un parcours artistique avec des jardins créatifs où on peut avoir des sculptures, des événements qui peuvent changer tout un plan culturel, artistique. Oui, avec des jeux, des sculptures, des jardins. Voilà. Et voilà, c'est notre rêve de renforcer cet axe extraordinaire, cet site extraordinaire, mais aussi d'avoir des jardins très contemporains autour. Et c'est le mélange de cette histoire très forte et des jardins contemporains, un jardin du grand site Tour Eiffel qui est du XXe siècle. 21 siècle, oui, pardon. Voilà, c'est le dernier slide, c'est le concept, la continuité, unité, diversité. Merci. Merci beaucoup pour votre intervention. S'il y a des questions dans la salle ou si monsieur le maire ou des conseillers souhaitent... Il y a un micro là. Il y en a un. Oui, conseiller de Monsieur de Salle, conseiller de quartier. Merci beaucoup pour ce travail, de toute façon qui va aboutir à un embellissement de ce site extraordinaire. Moi, je vais plutôt réagir en tant qu'habitant du 15e et même du 15e Nord, puisqu'on est au... Il y a un point qui est difficile à traiter, qui est peut-être pas tellement dans l'air du temps, mais j'ai l'impression qu'en barrant, ce qui sera le cas, en barrant complètement par un axe piétonnier, ce site, toute possibilité pour les habitants d'aller, excusez-moi, en voiture, on a le droit aussi d'avoir une voiture à Paris, me semble-t-il, je ne sais plus, mais il y en a encore. Non, je maintiens qu'on a le droit. Je maintiens qu'on a le droit, même des voitures électriques, du reste, là, d'accord. Je ne sais pas comment on pourra aller dans le nord de Paris. Déjà, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais on peut passer par un axe qui longe la Seine, on peut passer par l'école militaire, on peut difficilement passer par le pont Bir-Hakeim, mais alors là, je vois vraiment pas comment on rejoindra le périphérique nord, vers la porte Maillot, vers la porte d'Asnières, pour y travailler peut-être, mais aussi pour partir de temps en temps à Paris, oui, enfin, de Paris, hein, ce qu'on a le droit de faire aussi, même en voiture. Aller vers le sud, c'est un peu compliqué, mais c'est possible. J'ai l'impression que celui qui effectivement aura encore une voiture à Paris, il sera un petit peu enfermé avec votre projet. Bon, c'est un peu provoquant à ma présentation. Non, pas mais du tout. Je pense qu'il y a un vrai souci de ce côté-là. On peut pas mais tous partir de Paris. Clair, le parti sud, on ne change pas les voies. On a toujours les voiries dans les deux sens, dans les sens uniques, dans les trémies. On a les autres voiries, on laisse les voiries telles comme il est. On ne peut plus prendre le pont. Mais on peut prendre le pont, c'est vrai. Il faut prendre un autre pont. Qui vous emmène sur les Champs-Élysées, qui n'est pas un axe très facile à atteindre quand même, tandis que là, vous pouviez rejoindre l'Arc de Triomphe, Porte Maillot, etc. Là, vous ne pourrez plus. Oui, c'est exactement ça. On est en train d'étudier le trafic et l'impact du trafic, mais on va faire des études pendant le concours. Bien sûr, on a fait quelques études et maintenant. Je sais bien que les automobilistes n'ont pas grâce aux yeux des études en ce moment et voire des élus,
Mais il faut y penser quand même. Hein. C'est très vrai. On avait fait, nous, pendant notre phase de programme et de faisabilité, des premières simulations de ce que... on est en train, au vu de la proposition, là, de faire des premières simulations de ce que veut dire, en termes de report de trafic, la fermeture du pont. Ce qu'on sait en lien avec la direction de la voirie et le PC Lutèce qui contrôle et qui modélise ce trafic. Il y a du trafic qui est un trafic de transit qui vient du 15e sud pour aller dans le nord, et c'est un trafic qui pourrait passer par le périphérique ou par d'autres voies qui ont des reports qui ne sont pas forcément locaux. Par contre, c'est vrai qu'il y a du trafic très local depuis le 15e nord notamment, qui va nécessiter pour les automobilistes de prendre les 2 ponts adjacents. Ça va se traduire par un allongement de quelques minutes du temps de trajet, et c'est des choses qui sont en train d'être en lien avec le PC Lutèce étudiées très très finement. Bonjour, Yannick Pavelk, conseillère de quartier. Je voudrais savoir en quoi va consister la concertation publique. C'est-à-dire, par exemple, c'est très à la mode, les parcours de santé, les parcours de gym, parce que le Champ de Mars sert beaucoup à la course à pied. Voilà, les sols sont très sableux. Alors, j'aurais voulu avoir plus de précision. Tout ce qui est vert, ça j'ai compris, les fleurs, c'est un très beau projet qui va faire respirer Paris. Bon, alors après, les voitures, c'est vrai que ça va être compliqué, mais je voudrais savoir, voilà, le sol, vous voyez, parce que là, quand on court, on en prend plein la figure, il y a du sable, voilà. Juste un mot, si je peux me permettre, parce que je voudrais répondre à la question précédente de ma directrice, dans la mesure où je faisais partie du jury de concours. C'est un projet que je trouve très beau, d'ailleurs très bien, d'autant plus que c'est pas celui que j'avais choisi pour ma part, mais néanmoins qui a fait l'objet d'un certain nombre d'améliorations, selon moi en tout cas, d'amendements, qui me permettent aujourd'hui de penser que c'est un projet qui effectivement embellira, améliorera. Alors ça, c'est pas difficile, la situation des touristes et des passants, parce que la situation actuelle est absolument catastrophique, consternante. Quelle honte de voir ce site laissé dans cet état, de l'école militaire jusqu'au Trocadéro d'ailleurs. Bon, bref. Donc voilà, c'est un projet très ambitieux, une espèce de continuité piétonne, presque de l'école militaire, pas tout à fait, mais jusqu'au Trocadéro. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes choses, notamment la végétalisation, la continuité piétonne, mais l'inconvénient, c'est effectivement la suppression de la circulation, d'autant plus qu'il n'est pas encore complètement décidé qu'il y aurait le passage de transport en commun sur le pont. Il y a encore des questions là-dessus, parce que on continue à en discuter. Moi, j'en suis partisan, bien sûr. C'est ça l'idée, oui. C'est ça l'idée, mais enfin les présentations qui nous ont été faites n'ont pas toujours prévu qu'il y avait des possibilités de circulation, même transport en commun, sur le pont. Ouais, écoutez, c'est pas la présentation qu'on nous a faite. Je suis membre du conseil d'administration de la Tour Eiffel la dernière fois, mais très bien. Simplement, je ne fais pas forcément confiance aux études de la voirie, déjà, et d'une, parce que sinon on serait certainement pas dans cette situation assez difficile à Paris en matière d'embouteillage. Je partage tout à fait l'opinion sur laquelle il faut diminuer la circulation automobile à Paris, c'est une évidence pour lutter contre la pollution. Je pense que parfois on confond un peu trop lutte contre la pollution et lutte contre les automobilistes. Surtout qu'on aura, comme vous le disiez, des voitures électriques non polluantes dans un certain temps. Mais je constate, et c'est là-dessus que je voulais intervenir, même si je suis totalement favorable à la réduction de la situation et même à la piétonisation du pont, ce que je souhaite, c'est que les reports de circulation n'entravent pas encore davantage les conditions qui sont déjà extrêmement difficiles de circulation sur certains axes du 15e. À chaque fois, et je le dis particulièrement à la voirie, à chaque fois qu'on a fermé un axe, que ce soit pour express rive gauche, rive droite, etc., on a eu des reports de circulation considérables sur le 15e. Par exemple, sur la petite rocade sud, c'est-à-dire l'axe Convention-Vouillé-Alésia, moins 15 à 20% d'augmentation supplémentaire. D'ailleurs, nous n'avons jamais les études de la voirie. Moi, j'ai jamais vu d'études de la voirie, nous les a jamais transmises. Donc, déjà, c'est difficile de se faire une idée, bien qu'on les demande. Les études ne sont jamais transmises.
Deuxièmement, lorsqu'il y a eu un certain nombre de modifications faites sur les quais rive droite aussi, nous avons eu encore récemment des transferts de circulation considérables sur le quai 15e rive gauche, dont les habitants des tours notamment se plaignent énormément parce qu'ils ont sous leurs fenêtres des embouteillages permanents, etc., etc. Bon, je ne vais pas détailler tout ça, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui n'est pas fait, à mon avis, ce sont des plans de circulation généraux. Là, on dit, ben voilà, on supprime ce pont, on a calculé qu'il y aurait 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes de plus de trajet. Mais c'est pas ça qu'on veut, ça veut rien dire. Ce sont des calculs qui ne veulent rien dire. C'est-à-dire quand vous êtes bloqué pendant 20 minutes sur un carrefour ou sur un axe, la moyenne générale peut être de 5 minutes ou 3 minutes, mais c'est pas le sujet. Et donc nous avons, à mon avis, ce qui n'est pas fait, c'est des plans de circulation suffisamment généraux qui vont bien au-delà du secteur concerné. Je vous donne un exemple. Quand vous avez établi la piste cyclable de Boulogne-Birakem, sur le quai bas. Bon, je n'ai rien à dire, c'est très bien. Moi, je suis pour favorise le vélo, etc. Mais il n'y a pas eu du tout de plan de circulation, même dans le 16e, pour faire en sorte que les voitures ne traversent pas toutes sur les ponts pour aller dans le 15e et passer sur le quai Citroën et compagnie. Puisque toutes les voies qui existent dans le 16e descendent justement vers la voie express rive droite, puisque c'est à l'origine là que les voitures devaient aller pour évacuer, etc. Sauf que maintenant, il n'y a plus qu'une file de circulation, donc forcément, ça fait un bouchon. Enfin voilà, c'est un exemple que je donne, mais je ne sais pas si on m'a bien compris. Je voudrais on ne nous a jamais présenté aucun plan de circulation général démontrant que, il faudrait mieux peut-être modifier telle voie, tel sens de circulation, peut-être à 1 km ou 1 km pour faciliter les choses. On va simplement se trouver avec des bouchons supplémentaires. Déjà, la circulation est infernale. Alors, et ça pollue des voitures en embouteillage. La circulation est déjà infernale. Et quand on nous dit non, mais ça fera 5 minutes supplémentaires. Oui, et on nous avait dit ça fera 5 minutes supplémentaires seulement quand on fermera la voie express rive gauche et 5 minutes supplémentaires la voie suivante. Mais du coup, tout ça s'accumule. Et je ne suis pas sûr que tout ça soit très cohérent. Sauf si, évidemment, on veut mettre Paris en croix et interdire la circulation des automobiles. Peut-être qu'on y viendra. Mais vous voyez, c'est ça qui manque. Ça, c'est quand même un sujet. Deuxièmement, j'en profite pour dire 2-3 mots. Je me réjouis pour ma part que l'idée folle, je dirais même tordue, de creuser un parc cacar sous le stade Émile-Antoine ait été abandonnée quand même. Parce que franchement, ce projet, moi je me serais battu pour qu'il n'aboutisse pas si cette idée avait été maintenue. Un parc à car sous le stade Émile-Antoine. Enfin, et ça c'est bien que c'est abandonné d'ailleurs. Demande aussi de Madame Hidalgo. Nous avons aussi, je pense, un projet très intéressant pour la promenade en quelque sorte des touristes de Birakem jusqu'à la Tour Eiffel, à condition qu'il y ait peut-être encore quelques améliorations, parce que les pauvres, je vois des touristes qui viennent d'autres pays et qui arrivent à Birakem, franchement, faut avoir envie, faut vraiment avoir envie d'aller visiter la Tour Eiffel. Voilà, donc je voulais juste donner quelques éléments de ce type pour dire que, nous partageons cet accord sur le projet, mais il y a encore quelques points à améliorer, peut-être aussi sur l'aménagement des choses sur le CIDJ, etc. Mais peut-être que ma collègue Claire de Clermont-Tonnerre, qui me représentait dans les jurys de concours, veut peut-être donner son avis parce que elle y a passé beaucoup plus d'heures que moi et je pense que ce sera intéressant d'avoir son avis sur le projet qui nous est présenté, si je peux me permettre, Monsieur le Président, de lui donner quelques opinions. Bonsoir. En effet, j'ai siégé de nombreuses heures dans ce jury qui, au demeurant, était fort intéressant puisqu'on avait 4 équipes d'architectes internationaux très talentueux et qui ont travaillé pendant plus d'1 an sur ce projet. Alors, moi, je me suis focalisée sur l'axe 15e arrondissement,
J'étais là pour représenter le maire du 15e avec un chevalet mairie du 15e. Donc je me suis dit qu'il fallait faire entendre la voix du 15e. Et d'ailleurs, je trouve qu'elle devrait être beaucoup plus présente dans les visuels que nous avons vus ce soir, parce que certes, vous avez parlé de One. One, c'est l'axe vertical qui est très prestigieux, l'école militaire, le Trocadéro, mais il y a aussi un axe horizontal qui est fort important pour nous, qui va de Bir Hakeim à la Tour Eiffel. Alors, la première chose que le maire vient de souligner, c'est la suppression du parking de 60 cars de tourisme qui était prévu dans votre projet. Et donc, pour nous, c'était franchement un élément bloquant. Comment peut-on démolir un stade, construire une gare, c'est une gare routière, 60 cars de tourisme, et donc, fort heureusement, la maire de Paris a entendu notre vive opposition et ce projet est abandonné. Ceci étant, il faut réfléchir aussi à l'accès des touristes qui viennent en car. Et moi, je pense qu'il faut que le port de Paris travaille beaucoup plus sur un système de navettes fluviales, hop-on, hop-off, un petit peu ce qu'on voit dans d'autres villes, pour faire venir les touristes plus par le fleuve. Ensuite, sur les aspects des déplacements. Alors, j'ai cru voir sur la diapositive tout à l'heure qu'il y avait 27 000 voitures par jour sur le pont d'Iéna. Donc, c'est considérable. C'est considérable. Et donc, ça mérite des études extrêmement fines parce que aujourd'hui, comme chacun le sait, et j'ai reçu encore tout à l'heure une délégation du front de Seine, les riverains du front de Seine sont excédés par le bruit, par la pollution, par toutes ces nuisances qui n'existaient pas à ce point-là avant et qui se répercutent d'ailleurs sous la dalle et un peu partout. Donc ça, c'est franchement quelque chose d'extrêmement important à prendre en compte parce qu'on ne peut pas dégager d'un côté et puis reporter toute la pollution, les nuisances, le bruit sur les autres. Donc il faut faire une ville équilibrée. Donc ça, j'espère que nous serons entendus. Ensuite, je pense qu'il faut retraiter l'accès Bir Hakeim parce que quand on sort du métro ou quand on rentre pour prendre le métro à Bir Hakeim, c'est extrêmement compliqué. Il n'y a pas de lisibilité. C'est dommage, il y a eu des travaux qui ont été faits il y a quelques années, mais il faut faire un travail approfondi avec la RATP pour qu'il y ait une entrée et une sortie qui soient dignes et très facilement accessibles pour les touristes qui, aujourd'hui, se trouvent au milieu des sauvettes, des étalages, etc., de petites tours Eiffel, etc. Donc ça, franchement, c'est pas acceptable, ça donne pas une belle image de Paris. Sur le CIDJ, le maire a fait plusieurs propositions, et notamment d'avoir un centre d'animation pour les jeunes, puisque cette partie du 15e arrondissement n'en dispose pas. Donc je pense qu'il faut trouver quelque chose, peut-être en lien avec l'innovation. On avait proposé aussi qu'il y ait quelque chose sur les métiers d'art. À Paris, on a une grande richesse de métiers d'art et je trouve que si on pouvait offrir aux touristes des choses autour du savoir-faire de nos artisans d'art, plutôt que d'avoir des choses très stéréotypées comme on peut en trouver partout, ça serait intéressant. Enfin bon, je pense que nous serons amenés à débattre au fil de ce mois. J'imagine que vous avez mis un cahier de doléances à la mairie du 15e ou plutôt de propositions pour que tous ceux qui viendront voir les 6 panneaux de l'exposition puissent formuler aussi des propositions, puisque la réussite de ce projet, je pense, tient à la façon dont la ville, vous-même, saurez entendre la voix des Parisiens et, pour ce qui nous concerne, plus particulièrement des habitants du 15e arrondissement. En tout cas, merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci. Pour vous rassurer, aujourd'hui, on a commencé à avoir cette discussion avec les voiries, le département des voiries. On commence. On a travaillé pendant un an avec notre équipe, avec notre hypothèse. Et maintenant, on peut parler avec les gens qui peuvent faire les vraies études d'impact du trafic. On va travailler ensemble, ils vont prendre nos hypothèses, on va faire des modèles. Ça fait partie de l'étape diagnostic. On a quelques mois de cette étape de parler avec eux et pour faire les modèles.
En ce qui concerne le quai Branly, c'est ça l'idée de faire que les jardins de la Tour Eiffel, ils arrivent à Bir Hakeim. C'est tout un promenade plantée. On aura des kiosques, des panneaux d'information, des opportunités pour faire des interventions artistiques, culturelles. Ça fait partie de l'idée. Et pour répondre à la question ça fait partie de les études qu'on va faire et les détails qu'on a fait pendant cette année, de voir des différents matériaux, le sable stabilisé, ou est-ce qu'on utilise un lion clair, ou est-ce qu'on fait un mélange entre sable et concrete. Mais ça fait partie de toutes les études, de voir les détails des sols et la qualité des sols, l'image, drainage, parce qu'on sait que c'est un vrai problème. Merci. Et juste pour compléter la réponse sur l'objet de la concertation en fait et le contenu, typiquement les localisations j'entendais parler d'aires de jeu, le contenu des services qui seront proposés, quelque chose tourné vers les métiers d'art, le contenu et la localisation des différents points de service et d'animation qui répondent aussi à des besoins qui sont très très locaux sur la partie sud du Champ de Mars et le long de cette promenade sur le quai Branly. On est preneur vraiment de l'expression de toutes vos idées et de toutes vos bonnes idées, et c'est vraiment là tout l'objet de la concertation qu'on lance aujourd'hui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Il y en a une. Alors, oui, on prend une dernière série de questions et je conclurai après. Est-ce qu'il y a un micro pour madame qui est au fond? Merci. Oui. Merci pour cette présentation. Moi, j'ai une question très technique, très pratique. J'ai dû comprendre que c'était un concours. Quels sont les critères pour que cette entreprise a été choisie? Il n'y avait pas d'autres entreprises, une française par exemple, qui avait les mêmes critères. Et quel est le budget? Voilà. Ma dernière question, vous parlez beaucoup de la lutte contre la pollution. Beaucoup d'arbres à Paris, ça provoque aussi de la pollution, comme c'était le cas dimanche dernier, avec, quand il fait chaud, les gens qui sont allergiques. Donc il faut aussi faire attention à ça, choisir des arbres qui ne font pas beaucoup de pollution. Voilà, merci. Pour répondre à votre question sur les critères et le mode de sélection, c'était un concours d'architecture un peu particulier sous la forme d'un dialogue compétitif. On avait au départ une 50aine d'équipes pluridisciplinaires candidates qu'on a sélectionnées sur la base de références comme cela se fait habituellement. On en a choisi 4 qui ont concouru pendant une année et qui ont été choisis à la fin par un jury présidé par la maire et dont la mairie du 15e était membre, par un jury sur la base d'une analyse technique sur la qualité des aménagements proposés dans le projet et des critères techniques et financiers comme cela se fait habituellement sur les marchés publics. Et l'équipe choisit le mandataire est donc anglais, mais ils sont ici on a le paysagiste mandataire. Il y a un architecte et des bureaux d'études qui sont aussi internationaux, mais pour partie français, qui sont basés à Paris et qui travaillent depuis longtemps en France et à Paris. Et le budget? Ouais. Le budget, pour cette première phase, on a 40 millions d'euros de travaux pour la partie 2023 que Mary a présentée. Donc c'est 40 millions d'euros hors taxes travaux. Au total, la seconde phase est pas chiffrée. Le marché qui a été signé aujourd'hui, il porte sur les 40 millions d'euros de travaux et le périmètre 2023 qu'on vous a présenté aujourd'hui. Sur quelle dimension?
Non, aujourd'hui, la ville avait besoin de cette vision, mais pour l'instant, le marché et l'objet du marché c'est vraiment les sommes que je vous expose aujourd'hui, de 40 millions d'euros hors taxe travaux. Le budget qui a été voté au Conseil de Paris est de 72 millions et qui comprend les taxes, les honoraires de maîtrise d'œuvre, les différentes études. Donc c'est ce budget de 72 millions qui a été voté au Conseil de Paris l'année dernière. Merci beaucoup. Dernière question. Oui, bonjour. Je vous ai bien entendu, je vous félicite. C'est en effet un très beau projet. Moi, en tant que piéton, je suis ravi. Je regrette que vous ayez parlé trop des touristes et pas assez des habitants, parce qu'il y en a quand même dans ce quartier. En tant que représentant des droits du piéton, je sais de quoi je parle là-dessus. Et justement, est-ce qu'il y a... Vous avez très végétalisé tout cet espace. Il est très insécurité en ce moment. Est-ce que le fait de le végétaliser, vous avez prévu des systèmes de sécurité? Car plus c'est végétalisé et plus c'est difficile à surveiller, même par des caméras, même par tout ça. Or, les piétons risquent de se faire attaquer très facilement dans le Champ de Mars, qu'ils soient touristes ou habitants. Bon, désolé si j'ai pas mentionné les riverains aussi, mais c'est tout à fait partie, bien sûr, spécialement partie sud, Champ de Mars, c'est clair. En ce qui concerne les plantations, normalement, on travaille beaucoup dans les grands espaces publics et on est conscient il faut pas cacher les gens on fait des plans de plantation et on prend compte de les vues qu'on a, qu'on peut pas cacher, qu'on voit toujours entre les arbres et les arbustes, qu'il y a des vues claires. On va prendre tout ça en compte. Ça fait partie de notre travail. Et on sait qu'il y a des problèmes de sécurité, mais normalement, dans notre expérience, il y a un bon aménagement d'un espace public. Les gens, ils traitent l'espace comme leur espace et ça change la manière d'être dans cet espace. Ils prennent l'espace comme le tien. Et au niveau sécurité, Madame Contat, qui représente en fait la ville de Paris, il n'est toujours pas question de fermer cet espace. C'est-à-dire de fermer le Champ de Mars pour le rendre aussi sécurité que les jardins des Tuileries, par exemple. Non, ça n'est pas dans le projet tel qu'il est prévu aujourd'hui et c'est pas la position jusqu'à présent que défend la ville de Paris pour cet espace. Vraiment en 30 secondes parce qu'ils sont là, ils sont arrivés à 19h pour pouvoir intervenir tôt et vraiment très très bref et après on sera au-dessus. En fait, on va analyser ce projet. Je constate chaque fois qu'il y a une présentation, il y a beaucoup d'images de perspectives qui ne sont pas fidèles à la réalité. Ce mur rideau qui est censé protéger les touristes qui souhaitent visiter la Tour Eiffel n'apparaissent pas sur vos images en perspective. Et on a beaucoup d'images où on ne voit pas l'horizon parisien, on voit seulement une nébuleuse ou un fog. Et c'est assez troublant alors qu'il y a quand même des perspectives, il y a quand même des IZH, il y a quand même... Et pourquoi ce parti pris de gommer ces éléments qui effectivement affectent votre projet, mais nous aurons à décider, à vous aider dans ces ateliers participatifs et on devrait le faire de façon très lucide avec tous les éléments du décor et non pas les éléments que vous choisissez en tant qu'architecte pour embellir l'objet alors que celui-ci a des contraintes. Voilà. Ok.
Merci pour cette remarque. J'invite en tout cas les habitants à se rendre le mardi 25 juin à la mairie pour ces fameux ateliers participatifs. Moi, en l'occurrence, étant habitant aussi de ce quartier et ayant vécu aussi dans le 16e, je trouve ça effectivement très impressionnant. Ça va être un beau projet. Mais effectivement, j'espère que les riverains et les habitants de Paris seront quand même au centre aussi de ce projet parce que l'on entend beaucoup parler du tourisme. Mais voilà, je voulais conclure un peu comme ça. Merci à vous en tout cas et merci pour la présentation. Merci à vous. Écoutez, effectivement là, pour le coup, on passe sur notre deuxième thème qui était l'état des lieux de la sécurité dans le quartier. Nous avions invité pour ceci le commissaire M. Vallot et Patrick Gomez de la DPSP, non, et de leurs collègues, ainsi que l'adjointe effectivement aussi au commissaire. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs. Je suis le commissaire Vallot, commissaire central du 15e arrondissement. J'ai eu la chance d'être rejoint il y a quelques semaines par le commissaire de police Diana Farinèche, qui est mon adjoint et qui est présente avec moi aujourd'hui. Mon propos sera volontairement relativement court pour vous permettre des échanges avec la salle, l'objectif étant de recueillir éventuellement, je n'en doute pas, vos doléances, vos observations et éventuellement vos réactions aux quelques propos que je pourrais avoir. Donc 2 axes. Le premier, c'est une présentation, comme il me l'a été demandé, de la délinquance générale sur ce quartier de l'arrondissement. Et puis un deuxième, plus une présentation de l'activité du commissariat et des relations que nous pouvons entretenir avec nos concitoyens. Pour lesquels, je le rappelle, toute notre action est menée, puisque service public ouvert 24 heures sur 24, le commissariat dispose de 2 implantations géographiques, une qui est située au 250 rue de Vaugirard, qui elle est ouverte 24 heures sur 24, qui est le commissariat central, d'où sont projetées toutes les équipes de police qui travaillent sur le 15e arrondissement, et un second point qui est situé au 12 rue Linois, donc dans le centre commercial, mais la partie extérieure, et qui fait de l'accueil du public du lundi au vendredi de 9h à 17h pour de la prise de plainte ou bien de main courante. Alors sur la délinquance générale, le quartier duplex mode Piquet, donc qui correspond effectivement à cette partie nord-ouest du 15e, bénéficie d'une conjoncture qui est très favorable en termes de délinquance générale. Alors délinquance générale, ça couvre tous les items de la délinquance, donc c'est un peu fourre-tout, hein, mais c'est la vision que l'on a la plus juste de la délinquance qui a été portée à la connaissance des services de police. Cette délinquance régresse de 8,45% sur les 5 premiers mois de l'année 2019 en comparaison de l'année 2018. Donc c'est une baisse qui est assez importante. De manière, le corollaire, c'est qu'il y a une baisse également du nombre de faits élucidés, donc d'infractions dont les auteurs sont identifiés par les services de police, mais elle est moindre, ce qui nous permet d'obtenir un taux d'élucidation qui reste relativement satisfaisant, puisqu'on obtient à peu près 18%, un peu moins de 18% d'élucidation sur l'ensemble des plaintes qui sont portées à notre connaissance. De 2 grands ensembles, des choses qui montent, des choses qui baissent. Commençons par les choses qui fâchent. Les cambriolages. Alors, votre quartier, duplex mode Piquet, est un peu à contre-courant du reste de l'arrondissement, puisque les cambriolages y progressent. Nous sommes sur 14% de hausse. Des cambriolages, ça représente 8 faits constatés, 8 plaintes supplémentaires. Donc, un chiffre qui est important, mais tout de même, des faits, des visites dans les domiciles qui restent un phénomène majeur sur les arrondissements ouest parisiens, sud-ouest parisiens, et qui fondent l'une des priorités des policiers du 15e arrondissement, cette lutte contre les cambriolages. À cet égard, un propos et quelques conseils. Nous avons... je dirais pas chaque jour, mais pratiquement, des cambriolages qui sont commis sans effraction, par vol des clés, lesquels étaient dissimulés. Alors, on n'est pas à la campagne, donc c'est pas sous les pots de fleurs, c'est pas sous les paillassons, mais c'est dans les boîtes aux lettres. Alors, je ne saurais trop, je le répète régulièrement dès lors que j'ai l'occasion de prendre la parole dans ce type de réunion, vous déconseiller fortement ce type de pratique qui est fort
pratique, j'irais, fort usité quand on a un homme ou une femme de ménage, une nounou, quand on a des gens qui vont et qui viennent, parfois des appartements en Airbnb, de la famille qui vient, on laisse les clés. Bref, on se facilite un peu les choses et on pense qu'on va passer entre les gouttes. Aujourd'hui, on est face à des professionnels du cambriolage, des gens qui ont acquis, à force d'expérience, qui exercent ce métier-là et qui ont pris effectivement le pli grâce à des passes qui sont les mêmes que ceux dont disposent les postiers, d'ouvrir les batteries de boîte aux lettres, ça prend quelques secondes, de regarder à l'intérieur ce qu'il y a. Ils volent rarement le courrier, en revanche les clés les intéressent énormément. Et après, on vient à une heure qui s'y prête, en général entre 10h et 17h, et on teste les clés quand le numéro de l'appartement ne figure pas sur la boîte aux lettres. À cet égard, le conseil qui est fait, c'est bien évidemment de faire disparaître ce type de clés à l'intérieur des boîtes aux lettres. Et si vous ne pouvez pas faire autrement parce que votre vie est organisée de la sorte, la recommandation que nous vous faisons, c'est ces petites boîtes que vous trouvez, qui sont parfois utilisées, alors à mauvais escient diront certains, parce que c'est souvent pour des locations de courte durée, mais qui sont installées à l'intérieur des boîtes aux lettres, des boîtes à code, alors avec un code que vous pouvez communiquer évidemment, qui sont plutôt renforcées et à l'intérieur de laquelle vous dissimulerez votre clé. Mais ça ne doit vraiment pas être la solution. La solution absolument qu'il faut privilégier, c'est d'avoir un nombre de clés suffisant pour passer éventuellement aux personnes qui ont un accès légitime à votre domicile pour vous prémunir contre ce type de pratique qui, au-delà du traumatisme réel que subit la victime dans le vol de ces clés, engendre parfois d'autres conséquences, c'est-à-dire que les contrats d'assurance doivent être relus parce qu'à cet égard, il peut y avoir une faute de la victime qui peut donner lieu à un dédommagement moindre, voire à une absence de dédommagement pour la personne qui en a été victime. Autre fait qui connaît une hausse, les vols de véhicules automobiles. Alors, c'est des hausses qui sont, somme toute, relativement importantes, mais on parle de petits agrégats. On est sur 19,35% de hausse des faits de vol de véhicules. Autre agrégat également, les violences. Alors, non crapuleuses. Je m'explique. Les violences non crapuleuses sont à différencier des violences crapuleuses. La violence non crapuleuse, ce sont les violences qui se commettent sans aucun dessein de se prendre propriétaire du téléphone, du portefeuille, du sac à main, que sais-je, de la victime. Il s'agit donc de faits de violence pour lesquels l'augmentation en soi, pour nous, services de police, n'est pas nécessairement un facteur d'inquiétude. Pourquoi ? En tant que commissaire de police, notre volonté, c'est de connaître un maximum notre délinquance. C'est-à-dire que les personnes qui sont victimes de faits portent plainte pour qu'il y ait une enquête, fût-elle couronnée de succès ou pas, mais qu'au moins on ait une analyse fine de la délinquance, c'est-à-dire qu'on fasse réduire cette partie grise de la délinquance, notamment dans la sphère intrafamiliale ou la sphère familiale tout court, conjugale et familiale. Et cet axe des violences, il a connu effectivement une progression très importante, 25% de hausse, notamment sous l'aspect violence intrafamiliale. Le commissariat du 15e arrondissement dispose d'une brigade locale de protection de la famille, comme tous les commissariats de la région parisienne. Cette brigade locale, elle est l'une des plus fournies de Paris parce qu'il faut être, adapté au volume de la population. Elle est très active et elle est extrêmement redoutée par les auteurs de ce type de violence et surtout très appréciée des victimes. Et elle a acquis une sorte de visibilité qui permet, avec d'autres structures propres au commissariat, la présence d'un psychologue pour les victimes, payé par la préfecture de police. Il y a peu de commissariats qui en disposent, le 15e en a, et également mis à disposition par la ville de Paris, un travailleur social qui nous permet chaque jour, pour chaque signalement qui est effectué, par la main courante notamment, de personnes qui refusent de déposer plainte ou évoquent des différents essentiellement verbaux, mais parfois des gestes, des menaces qui ne sont pas réitérées, d'aller vers une judiciarisation ou en tout cas de reprendre contact avec ces personnes, soit par le biais d'un policier, soit par le biais du travailleur social, soit par le biais du psychologue. Et d'amener, c'est ce que je vous disais, à la révélation d'infractions pénales, parfois graves, des crimes, des viols notamment. Et ces faits-là, pour nous, il est important qu'on les connaisse. Donc, le dépôt de plainte doit être impératif ou en tout cas recommandé sur ce type de circonstances. Et si dans votre entourage, vous avez connaissance de personnes qui malheureusement souffriraient de violences de la part de leurs proches, qu'il s'agisse encore une fois d'un monsieur qui tape sur une dame, d'une dame qui tape sur un monsieur, on rencontre tout, ou de violences exercées à l'encontre des enfants, vous avez la possibilité évidemment de vous porter au devant des services de police pour attirer notre attention sur cette situation-là. Il y aura enquête systématiquement.
D'autres faits que je souhaitais également porter à votre connaissance, des baisses cette fois-ci. Les fameux vols violences, l'arrachage de téléphones et autres, ça baisse de 12,5%. C'est plutôt un aspect qui est très recherché, étant donné la propension qu'ont certains individus à venir commettre ce type de méfaits dans des arrondissements qu'on suppose plus riches que d'autres. Les vols de 2 roues motorisées baissent de 31%. Donc là, c'est également assez surprenant étant donné la hausse de la population de 2 roues motorisées. J'entendais parler tout à l'heure de conducteurs automobiles coincés dans les encombrements. Ils sont passés pour une partie d'entre eux aux 2 roues motorisées ou non motorisées. Mais en tout cas, pour les 2 roues motorisées, la baisse est importante alors même que le parc augmente. Enfin, une activité qui est en hausse, c'est la lutte contre les produits stupéfiants, la détention, les trafics. Il y a eu 5 affaires de trafic en 5 mois sur votre quartier, contre 3 l'année précédente, et 81% de hausse des usages ou détention de produits stupéfiants, notamment à la faveur de signalements que je développerai par la suite. Ma deuxième partie, et puis après je vais être très bref pour vous donner la parole, comment informer les services de police de ce qui se passe. Bon, on va dire c'est relativement simple, c'est à peu près connu de tout le monde, mais je préfère le répéter. On appelle la police en composant le 17 pour toutes les situations d'urgence qui peuvent se présenter. Une situation d'urgence, c'est quoi? Mais c'est évidemment un crime, un délit, bon ça on en a, je dirais, plutôt connaissance, une suspicion. Vous êtes fondé, en tant que citoyen, à trouver anormal la présence d'un individu qui n'appartient pas à votre copropriété à l'intérieur de l'immeuble et à faire le 17 pour informer les services de police. Ce n'est pas une dénonciation, c'est un acte citoyen. La sécurité, c'est avant tout une coproduction. Les forces de police ne peuvent être au courant de tout et au contraire ont besoin de leurs concitoyens pour attirer notre attention sur des regroupements suspects, de la présence d'individus suspects. De quoi il s'agira par la suite? D'envoyer un équipage sur place, de procéder au contrôle éventuel du ou des individus. Et puis si ma foi il s'agit d'un réparateur, comme on en a assez fréquemment, d'un livreur, quelqu'un qui intervient fort légitimement à l'intérieur de l'immeuble, et bien ma foi la personne sera libre et puis le doute sera levé. Et si au contraire on arrive à identifier quelqu'un qui a eu un comportement ou qui s'apprêtait à avoir un comportement qui constitue un crime ou un délit, on y mettra un terme ou en tout cas on l'interpellera, ce qui permettra de restituer les objets qui ont été volés à la victime. Comment on informe également les services de police, comment nous travaillons. On travaille à partir de tous les signalements qui nous sont faits. Alors on reçoit un certain nombre de courriers, des gens nous écrivent pour nous signaler tel ou tel problème. Il y a également la voie de la main courante informatisée que vous pouvez déposer, vous pouvez tout déclarer sur une main courante. Et il a été fait le choix, dans l'optique de la police de sécurité du quotidien, de déployer sur le 15e arrondissement. Pour ma part, je viens du 10e, je suis arrivé, j'aurais dû commencer par ça, au mois d'août dernier. Et sur le 10e arrondissement, nous bénéficions auparavant d'une cellule d'écoute et de traitement des doléances. C'est une nouvelle structure que j'ai souhaité décliner sur le 15e. L'objectif, c'est de dédier une personne avec une adresse mail dédiée à la réception de doléances de tous ordres, c'est-à-dire tout ce qui sort du 17. Vous avez traditionnellement des gens qui font le 17 pour signaler effectivement des vols, des cambriolages, des violences, des choses comme ça. Et puis ils sont assez mal à l'aise avec l'idée de dire bon je vais faire le 17 parce que j'ai quelqu'un qui éventuellement était pris de boisson et qui vient de temps en temps uriner dans mon hall d'immeuble. Alors je sais pas vraiment quand il vient, mais le lendemain matin je retrouve des canettes et je retrouve une flaque d'urine et ça je sais pas trop comment le faire. Alors ça bouille tranquillement, on sait pas comment faire, on pense que la police va faire, et puis au bout d'un moment on n'en peut plus, alors on écrit au président de la République, au préfet de police, que sais-je, au procureur de la République ou à monsieur le maire. Et à cet égard, si vous voulez, je dirais que c'est chacun peut procéder comme il le souhaite. Néanmoins, ça manque d'efficacité. Et balayons devant notre porte, il y avait effectivement un problème dans la captation de ces doléances, ces problèmes à bas bruit, ces nuisances, alors même si la qualification n'est pas tout à fait appropriée, mais ces troubles à l'ordre et à la tranquillité publique qui font notre métier à nous et notre quotidien. Le commissaire de police agit par délégation du préfet de police et il est responsable de la lutte contre les troubles à l'ordre public pour restaurer l'ordre et la tranquillité publique. Et ça, c'est important. L'ordre et la tranquillité. L'ordre, c'est évidemment les infractions qui se commettent. Et la tranquillité, c'est tout ce qui relève éventuellement du domaine du contraventionnel, les tapages, les crachats, les déjections diverses et variées, mais aussi toutes ces nuisances qui ne rentrent pas nécessairement dans le code pénal, mais qui génèrent en tout cas un sentiment d'insécurité. Donc cette cellule d'écoute et de traitement des doléances, dont l'adresse mail est la suivante, écoute sans S 15
intérieur.gouv.fr, écoute 15 comme notre arrondissement, intérieur.gouv.fr. Vous avez derrière un major de police qui systématiquement va reprendre contact avec les personnes qui l'appellent pour préciser le thème de la doléance, préciser les créneaux horaires qui posent problème, et derrière, nous allons étudier le problème, dresser une feuille de route pour nos effectifs qui rendront compte systématiquement de leur activité sur les points qui auront été signalés. À charge pour nous de vous faire un retour sur ce qui aura été entrepris. Vous nous avez signalé un problème de regroupement, nous nous sommes déplacés, nous n'avons pas trouvé les jeunes. Est-ce que nous sommes venus à une mauvaise heure? Alors effectivement, il a plu, les jeunes n'étaient pas là, ou alors ils se sont réfugiés dans tel hall d'immeuble, ou alors on cache des produits stupéfiants à tel endroit. Je pense au secteur Georges Bernard Shaw par exemple, ou bien on a une personne qui s'introduit de nuit, qui reste dormir dans les étages. Alors il dort pas il dort pas à l'intérieur de l'immeuble dans le hall, mais il se réfugie au 4e étage. Et le lendemain on y retrouve. C'est des détails pour vous, mais pour nous c'est hyper pratique. Et au contraire, c'est ce qui va nous permettre d'être efficace et de répondre simultanément à la fois aux doléances qui sont les vôtres et puis à celles de ceux qui se taisent, qui n'osent pas. Et pourtant, c'est là notre vocation en tant que service public. Je terminerai sur le fait que comment on peut déposer plainte. Alors, une plainte, c'est quoi? C'est lorsque vous êtes victime d'une infraction pénale, vous estimez être victime d'une infraction pénale, vous vous présentez dans un commissariat de police, et là, il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez de la chance, il n'y a pas beaucoup d'attente, et vous passez rapidement, ce qui peut arriver. Et vous avez malheureusement la malchance, vous arrivez à une heure qui est peu propice à un accueil rapide. Je dirais, là on partage avec les services d'urgence de la PHP les mêmes contraintes, c'est-à-dire que nous accueillons sans considération pour je dirais, la présentation de la personne, sa nationalité, toute personne qui est victime d'une infraction, et nous la recevons au fur et à mesure qu'elle se présente. C'est un système qui a vécu depuis très longtemps, bien avant ma naissance. Le ministère a souhaité se mettre un peu à la page avec un nouveau système qui est celui de la pré-plainte en ligne. Alors c'est simple, vous allez sur Google, vous tapez pré-plainte en ligne, on va vous faire ressortir un site internet, vous sélectionnez le commissariat vers lequel vous allez diriger le formulaire que vous remplissez. L'email part, la personne chez nous qui est en charge du traitement de ces pré-plaintes en ligne prend connaissance, établit une plainte en bonne et due forme, reprend contact avec la personne, fixe un rendez-vous. Et après, vous venez au commissariat, vous signez votre pré-plainte, vous en prenez un exemplaire et vous repartez. Ça dure 5 minutes. Pour nous, c'est gagnant. Pour vous, c'est gagnant aussi. Gagnant en termes de temps. Et pour nous, ça nous permet de lisser l'activité et d'avoir des personnels qui sont occupés à temps plein pour prendre ce type de déclaration. Le 15e a été précurseur. Mon lointain prédécesseur, le commissaire divisionnaire Nicolas Duquesnel, était prédécesseur avec un taux de satisfaction publique qui était assez important. On est sur un arrondissement relativement connecté, avec des gens qui sont très au fait de ces nouvelles technologies et qui utilisent la pré-plainte en ligne. Deux limites cependant, la pré-plainte en ligne aujourd'hui, demain peut-être pas, mais aujourd'hui n'est ouverte que pour des atteintes aux biens exclusivement, des motos dégradées, une voiture dégradée, un cambriolage, une rayure sur, je ne sais pas, une porte ou que sais-je. Et la plainte doit être déposée contre personne inconnue, uniquement contre X. S'il s'agit d'un voisin qui vient chez vous et qui commence à casser la porte, la pré-plainte en ligne ne s'applique pas. Là, il vous faudra effectivement venir au commissariat. On a pris le pli avec Madame Afarinèche d'informer le public autant que faire se peut. Et donc, à partir de l'accueil du public et du nombre de personnes qui s'y présentent, on est à peu près sur une centaine de personnes chaque jour qui viennent au commissariat pour une 60aine de plaintes. Nous avons un visuel sur la porte du commissariat, il est le même à Beaugrenelle, qui vous indique les horaires d'ouverture, c'est 24 heures sur 24, mais les horaires pendant lesquels la présence de personnes est la plus réduite, ou en tout cas la plus favorable à une attente réduite. Voilà. Donc n'hésitez pas, si tel est votre souhait, ou surtout la nécessité qui est la vôtre, à venir déposer plainte. Je suis effectivement comptable dans une certaine mesure de la délinquance générale du service, de la délinquance générale de l'arrondissement, mais en tant que policier, notre vocation, c'est de recevoir toutes les personnes et d'avoir, comme je vous le disais tout à l'heure,
une connaissance la plus massive possible des faits qui se commettent afin d'y apporter une solution. C'est très insatisfaisant de savoir que des victimes ne peuvent se présenter ou ne souhaitent se présenter, soit parce qu'elles sont refoulées par des services de police. Ça peut arriver. Hein. Si tel est le cas, je vous prie par avance de nous en excuser. C'est un dysfonctionnement. Aujourd'hui, on ne peut pas se présenter dans un commissariat de police pour déposer une plainte et être shooté, comme ça a pu être le cas dans d'autres circonscriptions, comme ça a pu être le cas également sur le 15e en d'autres temps. Si tel est le cas aujourd'hui, sachez que nos policiers ont des comptes à rendre et que nous avons un regard acéré sur ce point-là. Et je vous disais, donc capter la délinquance pour mieux la traiter. En tout cas, je vous remercie et je cesse de parler pour vous céder la parole. Bonsoir. Bonsoir, merci pour la présentation. Okay. Très simplement, est-ce que les cambriolages dans les boîtes à lettres publiques sont de votre compétence? Alors, qu'est-ce que vous appelez par cambriolage dans les boîtes à lettres? Pardon? Les vols, tous les faits qui sont de nature pénale, effectivement un vol commis dans une boîte aux lettres est tout à fait du ressort de la police nationale. C'est-à-dire que la boîte qui appartient à la poste dans laquelle vous glissez éventuellement une lettre, si vous constatez que la lettre a disparu, alors soit ça peut être une perte effectivement, hein, ça arrive malheureusement. Pardon, il y a des cambriolages systématiques de certaines boîtes à lettres. Oui, dans ces cas-là c'est une plainte. Il faut que vous déposiez plainte pour qu'il y ait éventuellement, qu'il y ait une enquête c'est certain, mais s'il y a en tout cas des fils à tirer pour qu'il y ait une surveillance exactement de la boîte aux lettres, qu'elle puisse être mise en place. Encore une fois, nous sommes responsables de la sécurité, nos compétences sur tout le champ de la matière pénale, mais pour être efficace, nous avons besoin de vous pour les signalements que vous pourrez nous faire. Entendu, merci. Enfin, moi, je voudrais intervenir par rapport à... Vous avez parlé des signalements quand il y a la violence ou quand il y a violence non crapuleuse. C'est cela. C'est-à-dire une dispute entre les voisins et tout. Moi, je voulais plus intervenir par rapport à la violence faite aux femmes ou la violence conjugale. Donc nous, en tant qu'association, on a pas mal de femmes qui viennent nous voir pour parler de ça, mais c'est pas évident. C'est pas évident de vous en informer parce que justement il y a la peur de la personne en disant ne dites pas, ne brouillez pas ce problème-là. Et nous, en tant qu'association, on se retrouve démunis par rapport à ça parce qu'on ne sait pas ce qu'on peut faire à part alerter les services sociaux. Mais en même temps, entre-temps quand même, cette personne subit la violence en attendant que les services sociaux réagissent. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, vous avez parlé du quartier Georges Bernard Shaw. Moi, je remercie quand même les policiers parce qu'il y a une période, il y a eu énormément de travail. Et puis, il y avait des rondes et tout, que actuellement, c'est moins. Et en même temps, par rapport au trafic de drogue, donc... il y a une nouvelle population de jeunes qui apparaît, et c'est pas du tout des jeunes du quartier. Vous allez me dire, ils viennent voir les copains et tout, mais quand même. Et en même temps, ils utilisent des petits par rapport à ça. Mais c'est très très discret, hein. C'est-à-dire, voilà. On va leur donner 10 €, ils vont capter les gens. Et donc, voilà, j'avais noté ça. Oh, j'ai tellement noté de choses que je ne me relais plus. Oui, par rapport à la main courante, est-ce qu'elle n'est pas faite anonymement? Non. Ben voilà, c'est ça le problème. C'est pas un problème, c'est que c'est pas concevable, si vous voulez, pour répondre à la première question que vous avez posée et puis à celle-ci, c'est pas concevable si on veut régler un problème d'agir à titre anonyme. En tant qu'association, vous pouvez tout à fait, dans une main courante, vous pouvez tout déclarer. Vous déclarez que votre voisin vous casse les pieds parce qu'il met sa télé trop fort. Vous pouvez déclarer que vous êtes rendu en vacances et vous avez été insatisfait de la prestation hôtelière qui vous a été réglée. Ou vous pouvez venir déclarer des faits de nature pénale. Je suis une femme victime de violence, parce que c'est quand même le scénario qui est le plus courant. Je suis frappée par mon mari, mais je refuse de déposer plainte. Alors on va vous faire on va vous expliquer que c'est votre droit effectivement de refuser de déposer plainte. On va vous informer que la main courante
informatisé ne tient pas les services de police, c'est-à-dire que vous déclarez un fait de nature pénale, les services de police disposent de l'opportunité, avec le parquet de Paris, d'enjoindre à ce qu'une enquête soit menée sur les faits qui ont été dénoncés. Dans tous les cas, l'expérience aidant, on sait que forcer la main d'une personne qui est victime de violences conjugales, ça ne fonctionne pas et qu'on va se retrouver avec des procédures judiciaires dans lesquelles la victime sera peu coopérative, voire même franchement opposée à la conduite de la procédure. En conséquence de quoi, c'est la chance justement de cet arrondissement, c'est de disposer de professionnels qui ne sont pas policiers mais qui partagent avec nous, c'est la notion de secret partagé, un assistant social de la ville de Paris qui est à demeure au commissariat et une psychologue pour les victimes. Si, en fonction de la psychologie justement de cette victime, je dirais si elle est, selon le cheminement qui est le sien, et si elle est suffisamment avancée dans ce cheminement pour déposer plainte, ce seront les policiers qui conduiront l'enquête. Si elle n'y est pas à ce point-là, si elle ne souhaite pas être coopérative, mais qu'elle veut laisser une trace d'indifférent qu'il a pu y avoir avec son compagnon ou son ex-compagnon, dans ces cas-là, on la fait recontacter soit par le travailleur social de la ville, qui a donc derrière toutes les possibilités qu'offre une municipalité, et la municipalité de Paris est quand même tout sauf anodine, pour le suivi des victimes, ou bien par cette psychologue qui, encore une fois, est la plus ancienne de tout Paris. Elle a une expérience folle et elle a un contact avec la population qui est extrêmement bon. Donc elle arrivera, en travaillant avec ses victimes, parfois sur plusieurs mois, à la conduire à révéler de manière judiciaire, donc par une plainte en bonne et due forme, avec un nom, un prénom, une date de naissance, un lieu de commission des faits, une date de commission des faits, à déposer cette plainte pour qu'il y ait une procédure judiciaire. Je pense avoir répondu. Voilà. Et sur le secteur Georges Bernard Shaw, effectivement, il y a eu les quelques faits de trafic de produits stupéfiants que j'évoquais concernaient essentiellement le secteur Georges Bernard Shaw et le square de Haute-Cloque, si je ne me trompe pas, qui est voisin. Il y a eu une forme d'apaisement et puis c'est revenu. Alors il y a des nuisances effectivement qui ont donné lieu à des contrôles qui n'ont pas permis de détecter, en tout cas, qui n'ont pas permis, je ne dis pas qu'il n'y en avait pas, de détecter de la détention de produits stupéfiants. Néanmoins, notre religion est faite sur l'activité de certains de ces jeunes qui traînent dans le quartier. Juste dernière question, juste, monsieur le maire, je peux ? Dernière question. Non, juste dernière question. Au mois de septembre, il y a eu un problème de violence contre une femme. Deux jeunes, il y a un qui avait 20 ans, l'autre qui était mineur. Donc, ils étaient emprisonnés, il y a un de 9 mois et l'autre de 6 mois. Donc là, ils sont sortis, mais moi, j'ai l'impression qu'ils sont livrés à eux-mêmes. Et donc pareil, on les voit tout le temps et tout. Et moi je me dis, mais est-ce que ces jeunes-là n'ont pas eu, ou n'ont pas bénéficié d'un comment on appelle ça, d'un accompagnement et tout, parce que j'ai l'impression qu'ils vont replonger et avoir les mêmes problèmes. Il y a des choses qui malheureusement nous échappent. Qui ne relèvent clairement pas de la compétence des services de police. Nous, on est là pour appliquer les lois de la République, pour veiller effectivement au respect des décisions judiciaires. Quand il y a des contrôles judiciaires, par exemple, un contrôle judiciaire à l'issue d'une procédure peut permettre d'interdire un territoire à une personne, interdiction de paraître dans le 15e arrondissement, interdiction de contact avec telle ou telle victime. Le fait de violer cette interdiction constitue en soi une infraction. Si c'est un majeur, c'est technique, mais si c'est un majeur, on peut se saisir de sa personne, le priver de liberté et le mettre à disposition de l'autorité judiciaire. Si c'est un mineur, on en rend compte au juge qui a ordonné le contrôle judiciaire. Dans le cas de jeunes, alors je vais un tout petit peu sortir du cas d'espèce que vous évoquez. Là encore, c'est une découverte pour moi en arrivant sur cet arrondissement. C'est cette cellule nominative des mineurs en difficulté, la Cénomède, qui fonctionne, contrairement à d'autres territoires, c'est pas toujours simple, où l'éducation nationale, la mairie, le parquet se réunissent avec la police et des structures associatives pour évoquer le cas de mineurs qui ne sont pas encore délinquants, mais qui sont sur la voie de la délinquance, pour organiser un suivi pluridisciplinaire par ces différentes composantes de la Cénomède pour assurer un suivi, mais éviter un basculement radical de ces jeunes mineurs
dans la délinquance. C'est une des plus actives de la capitale. On se réunit à peu près, je crois, une fois tous les 2 ou 3 mois. On échange nominativement, c'est-à-dire que le commissariat apporte des noms de personnes avec des faits qui peuvent leur être reprochés, avec des mineurs de 13 ans qui sont retrouvés à 4 heures du matin, divagant dans les rues et faisant éventuellement des petites bêtises. Ils font chuter les poubelles, ils crient, ce genre de choses. Ça, c'est une situation anormale qui relève effectivement immédiatement de la compétence de la police nationale, puisqu'on se saisit du mineur, on le ramène au commissariat, on fait appel aux parents et à défaut de présentation des parents, on le fait placer par l'ASE dans un foyer. Mais au-delà de ça, au-delà de cette action immédiate de protection de la police nationale, il y a une carence éducative évidente, donc un suivi qui est à la fois celui de l'éducation nationale et de l'autorité judiciaire pour prendre en compte avec la ville de Paris et ses structures, le mineur, la famille, et étudier la famille pour la mettre éventuellement, ça arrive malheureusement que ce soit des structures avec des femmes isolées, qui est une prise en compte pour rappeler le parent à ses devoirs parentaux, et puis rappeler le mineur à également ses devoirs quant à l'obéissance à ses parents, et vous envisagez, si vous voulez, un suivi social, assistante sociale, etc. Donc ça, c'est des structures qui existent, qui sont encore une fois sur des mineurs qui ne sont pas encore franchement tombés dans la délinquance. Sinon, ça relève de l'autorité judiciaire et des services de police. Merci beaucoup. Il y avait encore une question dans la salle au fond. Est-ce qu'on peut avoir un micro, s'il vous plaît? Merci. Bonsoir, moi j'ai été très intéressée par ce que vous avez dit et je voulais savoir comment vous pouviez communiquer avec la population. Moi, par exemple, j'ai changé ma manière de voir les choses quant à des relations que je pourrais avoir avec vous, et donc j'aimerais savoir ce qui est fait dans l'arrondissement, au niveau de la mairie par exemple, pour en informer chaque individu, parce que je pense que les choses pourraient éventuellement changer. Est-ce qu'il y a par exemple une petite vidéo que vous pouvez présenter au niveau du site de la mairie, ou est-ce qu'il y a des papiers que vous pouvez distribuer, comme vous le faites par exemple en été pour déposer une demande de surveillance des appartements. L'opération Tranquillité Vacances, tout à fait. Génial. Ça, c'est mon premier point, et je pense que chacun d'entre nous, parce que nous sommes là depuis 40 ans, et j'adore ce quartier, on est très bien dans ce quartier, et relativement tranquille. Et chaque fois qu'on a eu affaire à vous, ça s'est toujours très bien passé. Je suis en train de penser à un des problèmes que nous avons d'une manière récurrente. Ce sont ces personnes qui viennent de l'Est de l'Europe, qui sont complètement sous. Alors, qu'elle soit vagabonde, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'agressivité qu'elle développe, l'agressivité aussi envers des femmes, et toutes les nuisances, les défections, les horreurs qu'ils peuvent nous faire, parce que c'est vraiment plus qu'indécent. Et donc, à chaque fois, vous intervenez, mais c'est vrai qu'on ne voit pas la suite de ce que vous faites, puisqu'ils reviennent. Donc, ça nous interpelle, parce qu'il y a un grand point d'interrogation. Qu'est-il fait après de vos interventions? Et ça, on n'a pas de suite. Mais ça, c'est une seconde question. La plus importante pour moi, c'est celle qui constitue à informer les autres personnes de notre quartier sur ce que vous faites. Comme par exemple le fait de surveiller, la possibilité de surveiller pendant notre départ en vacances nos appartements. Et cette information nous est donnée par nos gardiennes. Oui. Donc c'est la seule information que nous avons. Nous n'avons absolument aucune information quand on voit des faits en fait. Il n'y a pas autre chose. On sait que nos gardiennes ont des relations avec vous, oui. Mais nous, elle ne nous indique pas, nous, les démarches à faire quand nous voyons des choses. C'est tout l'objet, si vous voulez. Alors, ça ne répond pas intégralement à tous les sujets que vous évoquez, mais l'idée même de la CETD, c'est donc la cellule d'écoute et de traitement des doléances. Cette cellule qui a été créée au mois d'octobre au commissariat du 15e arrondissement, c'est l'idée est la suivante: écouter, concevoir, agir. C'est un triptyque. Pour être plus efficace dans notre action de police, du quotidien, au plus près de la population, il faut qu'on écoute la population. Alors, on l'écoute par le biais du maire, on a des échanges quotidiens, tous les sujets que vous pouvez lui faire remonter qui ont une connotation relative à la sécurité, monsieur le maire nous le transfère ou son cabinet de façon à ce qu'on soit vigilant, réactif, mais au-delà de ça, le contact direct, on le souhaite également. Donc l'objectif, c'est que ces doléances que vous évoquez, ces problèmes de nuisances divers et variés, on puisse, par le biais de cette unité-là, les capter, les traiter et vous en faire retour.
Il est cependant une chose absolue, hein, c'est que nous n'avons pas le pouvoir de faire disparaître les personnes. Nous, notre terrain de jeu, il est très clair. On est presque sur la Coupe du Monde féminine de football, donc vous me permettrez cette image. Mais pour nous, policiers, le terrain, il est clair, il est borné, c'est les lois et règlements de la République. Et rien d'autre. Simplement, le terrain est vaste. Et on peut imaginer des choses dans le respect des lois. Le fait de vous faire savoir qu'effectivement, il y a eu des interpellations, des mises à disposition de l'autorité judiciaire. Après, des personnes peuvent être éventuellement incarcérées, remises en liberté ou autre. Je vous parlais tout à l'heure de contrôle judiciaire. C'est pas très technique, mais le souhait qui était le mien en arrivant sur ce poste, c'était de développer pour un certain nombre de malfaisants réitérants. Parce qu'on n'incarcère pas tout le monde. C'est pas la vocation des prisons non plus, c'est pas la solution forcément d'ailleurs, mais pour certains, oui, ça peut l'être. Pour d'autres, il peut y avoir des mesures d'accompagnement. D'être un peu plus intelligent, si vous voulez, dans la décision judiciaire, qui ne m'appartient pas, vous l'avez compris, hein, moi je ne suis que l'autorité policière, mais de suggérer à l'autorité judiciaire, pour un certain nombre d'individus, ce que nous sommes parvenus à obtenir pour quelques-uns, des interdictions de paraître. C'est-à-dire sur un micro-territoire sur lequel ils ont leurs habitudes et habitudes qui créent des nuisances, de dire à cette personne, vous n'aurez plus le droit de venir. Sur une période qui est plus ou moins longue, mais c'est le juge qui fixe une obligation, à charge pour nous, service de police, informés de cette obligation de la personne, de se saisir d'elle lorsqu'elle le viole. S'il est majeur, on informe le juge, mineur, on informe le juge. S'il est majeur, on l'interpelle, on le place en rétention et on le met à disposition de l'autorité judiciaire. C'est un petit peu, si vous voulez, voilà, je vous disais, le terrain est vaste. L'idée, c'est aussi d'informer nos magistrats sur les contraintes locales, l'impact local d'un fait de délinquance qui peut être minime. Quelqu'un qui va s'amuser à casser un rétroviseur, certes, du point de vue du code pénal, c'est une infraction qui est minime, mais cependant, elle fait suite à une multitude d'autres infractions que cette personne a commises et qui crée un émoi certain dans le quartier. À partir de ce moment-là, et qui en plus... allons-y clairement, hein, la volonté c'est de s'approprier le territoire, de dire qu'on est chez nous, etc. Bon, eh ben on lui coupe l'herbe sous le pied en lui interdisant de paraître. Ce que je vous dis là, c'est un projet, c'est quelque chose que nous mettons en œuvre, mais pour lequel nous ne sommes pas seuls décisionnaires, bien au contraire. Oui, attendez, parce que je voudrais quand même dire quelques mots aussi, étant donné qu'il est dans moins de quart, qu'on a encore le sujet des trottinettes. Je veux dire que l'action de la police, bien sûr, est prédominante, puisqu'à Paris, comme vous le savez, c'est le préfet de police, agent de l'État, qui est chargé de la politique de sécurité. Mais la ville a quand même une action aussi dans son domaine de compétences. C'est pour ça que moi-même, j'ai un adjoint chargé de la tranquillité publique, Hubert Martinez, qui est ici présent. Un autre adjoint chargé de la sécurité routière, des catastrophes, etc., Jean-Yves Pinet, qui est au fond de la salle. Et puis, il y a aussi les services de la ville, notamment la DPSP, que dirige ici Monsieur Gomez pour ce qui concerne le 15e, qui sont les services de sécurité de la ville de Paris. Donc, on va vous en dire un mot aussi dans un instant. Ce que je voulais dire, deux choses. Premièrement, nous avons ici dans ce quartier un certain nombre de problèmes qui sont récurrents. Je ne voudrais pas qu'on pense que tout se passe bien. Bon, je félicite les services de police pour leur travail, notamment le commissaire Vallot qui a, disons, rétabli les choses au commissariat du 15e et c'est un travail excellent qui s'y fait, avec beaucoup d'actions, beaucoup d'interpellations, etc. Néanmoins, il y a ici une bande qui circule. Alors, riverain par riverain, une bande qui, avec des jeunes qui sont du secteur ou pas du secteur, c'est autre chose, il y a des mélanges, bien sûr. Mais il y a, bien sûr, c'est sur fond de trafic de stupéfiants. Forcément, il y a déjà eu d'ailleurs, il y a eu un mort... en 2009 par là, parce que je venais d'être élu maire, donc c'était vers 2008-2009, sur ces sujets. Il y a des bandes constituées. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'avais demandé au parquet d'intégrer le 15e dans le groupement local de traitement de la délinquance des bandes, ce qui est fait, où nous siégeons dans une structure avec le procureur de la République, les commissaires de police, etc., régulièrement pour examiner, identifier les membres des bandes, voir quelles actions on peut mener, les affrontements entre bandes, etc.
Mais voilà, la présence policière ne peut pas être suffisante, étant donné que la police a beaucoup de missions à assumer. Bon, il y a la mission de police secours, on le voyait encore hier, et je félicite les services de police du KINEM qui ont maîtrisé un forcené sur le marché de la Convention, qui s'en prenait aux gens avec des couteaux, enfin bon bref. Et bravo à vos services pour leur sang-froid et leur efficacité. Et puis il y a surtout effectivement l'ordre public, la lutte anticriminalité, la lutte antiterroriste. Donc ça fait beaucoup de missions qui accaparent les services de l'État. Et moi je considère d'ailleurs, monsieur Gomes, que complémentairement doit exister une police municipale, que j'appelle de mes voeux depuis 2001, enfin bref, depuis les années 2000, qui doit justement assurer des missions de tranquillité publique. Si une police municipale existait dans Paris, par exemple, avec les pouvoirs d'une police municipale, hein, pas ce qui existe actuellement, même si c'est mieux que rien, je peux dire, eh bien, nous aurions un îlotage permanent sur le secteur, le roi Gourand, Georges Bernard Shaw, etc. Parce que ça ne se passe pas bien, surtout à certaines périodes, à certaines heures. Moi, je suis saisi de très nombreuses plaintes. Et pourtant, il y a une caméra sur la place Le Roi Gourand. Mais voilà, on ne peut pas intervenir sans cesse. Donc, il est nécessaire de prendre de plus en plus de mesures. Et c'est vrai, je recevais le procureur de la République, là, d'ailleurs, avant de venir ici pendant 1h30. Nous évoquions justement ces interdictions de paraître. Nous évoquions aussi maintenant les poursuites que fait le parquet sur les bandes qui créent des nuisances sonores la nuit, donc ça aussi c'est un délit, etc. Donc il y a de plus en plus, disons, de pression du parquet là-dessus. Je profite pour dire d'ailleurs qu'il manque un interlocuteur ici, c'est la justice. Et j'ai demandé au procureur, lorsque nous avons des réunions sur la sécurité, que le magistrat référent du 15e puisse être présent pour répondre aussi sur le continuum répressif que constitue aussi la justice. Parce que une police sans réponse pénale, ça, excusez-moi, mais ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut aussi qu'il y ait la réponse pénale, notamment pour les mineurs. Et puis nous avons signé avec le préfet de police, le procureur de la République, etc., un contrat de prévention... contrat de prévention et de sécurité, vous voyez, du 15e arrondissement. C'est un gros volume que nous avons signé il y a un certain temps et qui comprend un certain nombre d'actions très précises qui concernent beaucoup, disons la quasi-totalité des questions de sécurité du 15e. Les axes que nous suivons, alors le premier c'est prévenir la délinquance des jeunes. Et rapidement les actions qui sont menées, mais très vite, avec prévenir l'absentéisme scolaire et la déscolarisation, parce que c'est la mère de tous les vices, si je peux dire. Hein, à partir du moment où un jeune tombe dans l'échec scolaire, ça y est, il part sur de la délinquance. Notamment le Cénomètre, qui est la cellule d'échange d'informations nominatives des mineurs en difficulté qui a été évoquée par le commissaire, prévenir la récidive des mineurs et jeunes majeurs dans une démarche partenariale, prévenir les conduites addictives et les conduites à risque, évidemment, qui sont très importantes, prévenir la radicalisation, accompagner les familles. Nous avons d'ailleurs une équipe aussi de prévention spécialisée qui n'est pas présente ce soir, mais qui existe dans le secteur, l'équipe ARC-AE. Ce sont des éducateurs de rue qui, eux, ont un travail de prévention, qui complètent l'action d'ailleurs des médiateurs, les correspondants de nuit qui sont aussi en partie dans ce secteur et qui relèvent aussi de la ville de Paris. Protéger les personnes vulnérables, lutter contre les violences faites aux femmes, les violences intrafamiliales, renforcer l'aide aux victimes. Améliorer d'ailleurs l'accompagnement des victimes et l'accès aux droits, c'est ce que vous évoquez. On a un point d'accès aux droits qui existe, il faut le savoir, qui est dans la maison des associations rue de la Saïda, c'est un peu loin, mais enfin voilà, c'est là-bas. Nous avons aussi en mairie des associations d'aide aux victimes qui font des permanences juridiques et nous avons un suivi assez étroit de tout ça. Renforcer la sécurité des seniors, lutter contre les discriminations, mettre à l'abri les familles dormant à la rue, ça aussi c'est un sujet. Améliorer la tranquillité publique, prévenir et lutter contre les infractions commises dans les abords des établissements scolaires, on parlait du racket et de ces choses-là, lutter contre la délinquance des bandes, on a parlé, lutter contre les trafics de stupéfiants, lutter contre la sécurité routière, mieux partager l'espace commun, lutter contre les incivilités et prévenir les nuisances du quotidien. Alors ça c'est quelque chose qui revient souvent. Renforcer la prévention situationnelle et la sécurisation des espaces ouverts au public. Lutter contre les ventes à la sauvette. Là, je crois qu'on peut en parler également parce qu'il y a une action qui va être menée par le parquet des vendeurs de Tour Eiffel qui sont tout autour d'ici d'ailleurs et pas seulement. Et les activités illicites dans l'espace public. Sécuriser et tranquilliser les grands ensembles immobiliers. Promouvoir une vie nocturne apaisée. Prévenir la délinquance dans les transports et les gares. Mieux gérer les crises majeures, accompagner les victimes.
etc. Voilà, ça, je vous ai donné les principales têtes de chapitre. Alors bon, ça fait 300 pages, je ne vais pas rentrer dans le détail, évidemment, mais nous avons là-dessus, sur chacune de ces grandes actions, des politiques qui sont adaptées, mais évidemment que nous avons besoin de renforcer et qui doivent permettre l'amélioration, bien sûr, au terme de tout ça, de la sécurisation du 15e. Mais encore une fois, je pense qu'il est absolument nécessaire qu'il y ait une action très partenariale, mairie du 15e, mairie de Paris, police du 15e, police municipale à créer et justice. Et évidemment, ça ne peut pas se faire sans tout ce qui tourne autour de la prévention, les services sociaux, évidemment, qui sont intégrés dans tout ça, l'éducation nationale, etc. D'ailleurs, j'organise moi-même, territoire par territoire, des réunions avec l'ensemble de ces partenaires et de ces acteurs pour examiner la situation de chaque secteur, disons, sensible et difficile. Donc voilà, c'est une action très lourde, surtout dans une ville de 250 000 habitants et plein Paris. Mais voilà, c'est vers ces actions que nous tendons. Mais je voudrais peut-être qu'il ne soit pas venu pour rien, que M. Gomez, qui est le chef de la DPSP, interviennent sur les fonctions, les missions qui sont les siennes à la ville de Paris. Merci Monsieur le maire. Donc je suis effectivement Patrick Gomez, donc je suis le chef de la circonscription 7-15 pour la DPSP, donc la direction de la prévention, la sécurité et la prévention. Donc cette direction a vu le jour en 2016, hein, donc c'était issu d'un regroupement de services d'agents qui avaient des compétences en matière de verbalisation et qui travaillaient un petit peu aux quatre coins de Paris et qui n'étaient pas forcément bien identifiés. Donc la première étape vers cette fameuse police municipale, c'était de regrouper tous ces services d'agents verbalisateurs au sein d'une même direction, donc la DPSP, et à l'horizon donc 2020, début 2020, donc création de la police municipale parisienne. Donc quelles sont nos missions? Nos missions sont d'une part la lutte contre les incivilités, notamment celles liées à la salubrité, donc tout ce qui est penchement d'urine, jet de mégots, abandon de matériel sur la voie publique, vente à la sauvette, donc voilà. Et bien sûr, nos missions historiques, c'est la sécurisation des bâtiments municipaux. Donc là, aujourd'hui, la direction s'est élargie. Donc ma collègue, Madame Diobay, elle dépend de la SDRD, sous direction de la régulation des déplacements. Donc elle s'occupe, elle achève des ASP. Les ASP, ce sont les agents de la surveillance de Paris. C'est des agents qui étaient gérés par le commissariat, mais qui étaient quand même rémunérés par la ville de Paris. Donc la maire a décidé de les récupérer, donc les a reversés au sein de la DPSP, et pour l'instant donc nous fonctionnons comme ça un petit peu à deux têtes. Donc dans le cadre de la future police municipale, tous ces agents vont être regroupés, disposeront des mêmes compétences juridiques. Il faut savoir qu'aujourd'hui, moi je gère en grande partie des inspecteurs de sécurité qui n'ont pas les mêmes compétences juridiques, par exemple, que les ASP, qui eux ont ce qu'on appelle l'APJA 21, ils sont agents de police judiciaire adjoints, ce qui leur permet de verbaliser notamment les trottinettes, faire du stationnement gênant. Les inspecteurs de sécurité aujourd'hui ne peuvent pas le faire. L'avantage, c'est que demain, dans le cadre de la police municipale, tout le monde aura les mêmes compétences et donc ils pourront tous faire le même travail. Donc, ce que l'on fait, on est quand même déjà demain, effectivement, donc cette police municipale s'inscrit dans le registre de la tranquillité publique. Il n'est pas question de remplacer ou de substituer à la police. On va être dans une action, bien sûr, complémentaire, ce qui est le cas aujourd'hui, hein, puisque on travaille ensemble. On est saisi souvent sur les mêmes sujets, hein, dans ce qu'il y a des problèmes dans les squares, dans ce qu'il y a des problèmes de regroupement sur le public. Donc, chacun, on intervient pour essayer de réduire ces nuisances. Demain, il y aura également une évolution, c'est-à-dire que les administrés pourront saisir directement la circonscription. Il y aura un numéro d'appel pour signaler des problèmes, des incivilités. Alors, ça ne sera pas dans le cadre de l'urgence. Bien, voilà, ça sera borné 9h, 17h. On pourra signaler, évidemment, des regroupements de jeunes, des nourrisseurs de pigeons, enfin toutes sortes de petites incivilités. Et donc, ça sera traité par la circonscription. Ça n'était pas le cas
cas aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même une évolution qui est notable. Donc l'ambition de cette police municipale, c'est effectivement de la visibilité sur l'espace public, plus de visibilité. Donc c'est-à-dire de prioriser des missions où on va voir les agents vont être présents. Hein, c'est le cas aujourd'hui, on a commencé à se mettre en configuration, ce qui fait qu'on est obligé d'abandonner certaines missions, notamment de sécuriser, de mettre des agents devant des établissements, des choses comme ça. Donc on met nos agents sur l'espace public. Donc chaque semaine, en fonction des plaintes qui nous parviennent, avec ma collègue Madame Diobaye, conjointement, on borne un planning. Les agents vont rester pendant une semaine à un métro, devant des écoles, à des squares. Là, par exemple, en ce moment, on a des problèmes sur Pablo Casal, on a des problèmes sur Clos-Feuquer. Donc, les agents vont être sur le secteur pendant 2 heures, ce qui fait qu'on va les voir. C'est-à-dire que les agents, les personnes qui se seront plaintes, verront qu'effectivement, il y a une action de la part de la police municipale. Donc voilà. Donc plus de visibilité et plus de temps passé sur l'espace public. Ça, c'est vraiment l'ambition de cette future police municipale. Et évidemment, de renforcer les partenariats. On ne va pas se mentir, ça fonctionne bien avec le commissariat. Je travaille aussi avec le commissariat du 7e. On a beaucoup d'actions sur le Champ de Mars, notamment à l'encontre des vendeurs de Tour Eiffel, même si on n'obtient pas forcément des résultats très probants, parce que derrière, effectivement, la réponse pénale n'est peut-être pas... Voilà. Mais voilà, les partenariats existent. Au niveau de la ville, ils fonctionnent bien. Moi, chaque jour, je travaille avec Monsieur Martinez, Monsieur Pinet. Je travaille avec mes homologues de la DPE. On a une action sur les SDF aussi, évidemment dans le cadre de ce que l'on peut faire. Hein, l'idée, effectivement, pour ce qui est des SDF, c'est un peu de faire bouger, c'est de nettoyer les emplacements pour éviter justement que ça n'empire. Donc voilà. Donc une action quotidienne. Donc effectivement, Monsieur le maire l'a évoqué, sur votre secteur, vous avez une équipe de correspondants de nuit, ce qu'on appelle des médiateurs de rue, qui eux sont installés quand même depuis de nombreuses années. Je pense que vous les identifiez. Hein. Ils ont des polos grenats et ils sont capables de gérer des petits différends, des petits problèmes. Bon, il y a eu souvent sur Bernard Shaw, sur Haute Cloque, là, des bandes qui grenouillaient. Donc ils intervenaient régulièrement. Donc ils sont un petit peu victimes de leur succès, puisque j'ai été obligé de créer aussi un petit secteur annexe sur Falguière, hein, puisque là aussi on a des problèmes, et auparavant ils étaient aussi descendus un peu sur Ballard. Donc voilà. Donc tout ça mis bout à bout fait que on arrive quand même à quadriller le secteur. On verbalise beaucoup d'incivilités, même si aujourd'hui on en verbalise un peu moins puisqu'on est sur nos missions de visibilité. Donc à chaque fois il y a un petit peu des arbitrages à faire, mais globalement on est présent et nous sommes actifs. Voilà. Et évidemment, tout ça va évoluer puisqu'on aura davantage de personnel, ça sera beaucoup plus cohérent avec plus de pouvoir. Et effectivement, le fait d'être une police municipale, ça va quand même faciliter le travail des agents, parce que là, pour le coup, ils auront une vraie crédibilité, ils seront plus facilement identifiables, puisqu'on sait très bien que dans l'esprit des gens, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la police municipale. Si je vous dis SVP, vous allez me dire c'est quoi bon, voilà. Donc là, ça sera au moins, ça aura le mérite d'être clair. Voilà. Donc je vais peut-être passer la parole à Sokna qui va vous parler de trottinette. Alors. Oui, on a un et puis il y a l'adjoint à la sécurité routière qui est venu aussi pour faire un point. Donc, oui. Alors, bonjour. Donc, juste un petit point sur les trottinettes dans le 15e. Donc, il y a... Alors, sur ce secteur, sur le secteur 15e, j'organise une fois par semaine, en fonction des conseils de quartier, des opérations trottinettes. Donc, la dernière a eu lieu le 29 mai. Nous avons enlevé sur convention 35 trottinettes. Et il y a eu 15 verbalisations de gens qui circulaient sur le trottoir. Donc, ils écopent d'une amende de 135 €. Pour le reste, toutes ces trottinettes, jetées un petit peu n'importe où, ils sont mis à la fourrière. Et c'est moyennant, donc ce sont les opérateurs eux-mêmes qui viennent les récupérer, et ils écopent d'une amende de 55 €. Et puis tout le temps où la trottinette reste en fourrière, ils payent plus. Voilà. Et donc là, la prochaine, elle aura lieu sur le quartier Montparnasse le 16 juin de 17h à 18h.
Voilà, donc juste pour vous dire que nous prenons bien en compte cette problématique. Merci beaucoup. Non. Alors, ça va être très difficile d'avoir des questions. On va juste effectivement faire... Est-ce que M. Pinet a une information supplémentaire sur les trottinettes à donner, s'il vous plaît? Oui. Et juste avant que vous parliez, effectivement, comme on doit quitter la salle et qu'il est plus de 21h, et on ne pourra pas avoir de questions après. Je suis désolé. Soient autorisées uniquement sur les voies de circulation et que effectivement elles seront interdites sur les trottoirs. Et je rappellerai juste une chose. Alors je salue l'action effectivement des services. Je regrette juste qu'ils soient pas plus nombreux pour faire plus d'actions et faire comprendre à ceux qui effectivement continuent à rouler n'importe comment sur les trottoirs et qui sont un véritable danger pour les piétons, puisque là c'est le seul qui finalement est le plus vulnérable aujourd'hui, le plus oublié dans la politique de la ville de Paris, c'est le piéton. Je persiste et je signe à le dire. Et c'est aussi et surtout un problème de comportement. Des trottinettes, ça date pas d'aujourd'hui. On va vivre avec les trottinettes peut-être encore d'autres moyens de se déplacer. On a tous vu au début des années 2000 des gens, y compris même en costume cravate, aller en trottinette et pousser avec son pied allègrement sans que ça amène des crispations. Aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est effectivement des trottinettes qui vont très vite sur les trottoirs et des gens qui les laissent n'importe où et qui font n'importe quoi. Donc voilà. Donc effectivement, aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, c'est que la ville a pris la proportion, c'est-à-dire qu'elle les met en fourrière. Ça commence à coûter très cher, pas assez à mon goût, aux opérateurs, et il faut espérer qu'effectivement ils comprennent qu'il va falloir que les utilisateurs signent une charte, fassent quelque chose. C'est ce que Philippe Boujon a demandé. Là-dessus, on essaye d'y travailler. On reçoit beaucoup de demandes en disant interdisez les trottinettes. Je rappelle qu'on ne peut pas d'un claquement de doigts les interdire. Il y a effectivement des actions qui sont menées. On sollicite beaucoup le maire du 15e sur l'interdiction des trottinettes sur tous les trottoirs du 15e. Voilà, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, mais on travaille effectivement à essayer de pacifier au mieux les trottoirs. Ça demande du temps, c'est compliqué. C'est comme pour les terrasses, Madame Chevalier, mais on en reparlera après. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci beaucoup. S'il y a besoin, je serai à disposition des gens s'il faut répondre à des questions. Je remercie effectivement en rappelant que le conseil de quartier organise une fête, le Square Duplex en fête, c'est le samedi 15 juin. Vous avez des flyers juste à côté dans la salle. Et je vous remercie pour votre attention et votre participation. Merci.